Le climax de l'arc est enfin là, et Sukuna aussi. C'est le début de la fin pour nos exorcistes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 216 de Jujutsu Kaisen. Allez, on commence sans plus attendre. Le chapitre s'ouvre sur un Sukuna sombrant dans les ténèbres. Puis direct, ça enchaîne avec Urome et Kenjaku parlant de mettre fin à la traque mortelle. Car sans cela, il est impossible de fusionner l'humanité avec Tengen. Mais en même temps, Kenjaku nous avait encore trompé puisqu'il avait affirmé l'inverse à Chozo. Ce vieux sournois est prudent, et il pourrait bien avoir encore un plan caché. Après tout, son objectif final est encore inconnu. D'ailleurs, Urome se moque de l'hôte du corps de Geto. Après tout, c'est lui qui a créé ces règles absurdes. Mais Kenjaku nous explique que s'il a pu le faire, c'est simplement parce qu'il peut aussi mettre fin à ce jeu sans fin. Bien qu'il ne nous explique pas comment, cela a donc probablement de l'intérêt pour plus tard. Dans tous les cas, on passe enfin au sujet le plus intéressant, le bain de Sukuna. On nous explique que le but de ce bain à l'origine était de protéger les autres et en les transformant en reliques. Pour créer ce bain, il faut créer une solution d'énergie occulte à base d'organismes pressés. Ensuite, il suffit de faire mijoter la sauce pendant 10 mois et 10 jours. Faut pas être pressé pour la soupe quoi. Ici, l'ingrédient de base, c'est des fléaux. Après tout, on peut mettre plein de choses dans la soupe. Mais petit problème, un fléau disparaît normalement à sa mort, comme ça avait déjà été révélé au début du manga, il me semble, de toute façon on a pu le voir à plusieurs reprises. Mais Urome a trouvé une parade en congelant les fléaux, grâce à son sort, avant de retirer leur cœur pour finalement les hacher menus. Rien de mieux que des légumes frais pour un bon potage. Ici, l'intérêt n'est pas de transformer Sukuna en relique, en même temps c'en est déjà une, mais de faire sombrer Megumi pour qu'il ne puisse plus reprendre le contrôle de son corps. Quelque temps plus tard, le cuistot sort de son bouillon. Directement, Kenjaku se demande pourquoi il garde cette forme, ce à quoi Sukuna répond que c'est plus intéressant en cas de combat avec des exorcistes. Sukuna remarque une coupure sur son doigt, probablement due à son combat contre Yuji et Maki, mais sans plus s'inquiéter, il demande la localisation de Tsumiki, ce qui glace évidemment le sang au cas où celle-ci devait mourir, surtout des mains de Megumi. Quelques explications sur l'hôte de Tsumiki nous sont alors partagées, mais avant ça, après une question de Urome sur la localisation de l'hôte de Tsumiki, Kenjaku, quelque peu exaspéré, explique que Yorozu est originaire de Sendai. Il souhaite donc simplement revenir à sa ville natale pour un peu d'air nostalgique, probablement. Kenjaku n'hésite pas à se moquer de Sukuna, ce qui est vraiment étonnant. Les deux devaient avoir un lien vraiment proche dans le passé et se considérer un peu comme sur un pied d'égalité. Après tout, rappelons que même respirer en la présence du roi est un crime passible de peine de mort, comme le montre l'arc Shibuya, on s'en rappelle. Mais bon, revenons au moment présent. Les propos de Kenjaku sont vraiment importants ici. Sukuna va devoir tout donner pour affronter Yorozu. C'est clairement pas à prendre à la légère, et cet ancien exorciste doit être monstrueux, puisqu'on rappelle que là, c'est un Sukuna 15 doigts avec le corps de Megumi. En tout cas, ça n'a pas l'air d'inquiéter l'hôte de Megumi, qui ne considère même pas Yorozu, ce qui l'intéresse, c'est son hôte, c'est-à-dire Tsumiki. En effet, comme le voit Kenjaku, détruire Tsumiki ferait sombrer encore plus Megumi, ce qui laisserait donc à Sukuna le corps total de son corps. Les voici donc partis sans perdre un instant, mais Kenjaku, toujours sur un pied d'égalité avec Sukuna, exige ses points. Pourquoi faire ? Pour l'instant on ne sait pas trop, mais on peut imaginer qu'il souhaite créer une nouvelle règle, puisqu'on rappelle que Kenjaku doit lui-même respecter les règles de son propre jeu mortel. Quelques instants plus tard, on retrouve nos deux anciens adversaires de Yuta, toujours en vie, pas pour longtemps, tous deux ressentant une puissance immense et transpirant de peur. Après tout, c'est normal, le roi démoniaque est là. Juste devant Ryu, ayant la frousse de sa vie, et Sukuna le provoque sans gêne, tranquille. Cependant, même pas le temps d'attendre une réponse, Sukuna lance son sort, que Ryu parvient à encaisser non sans mal. Cela a de quoi impressionner Sukuna qui comptait le tuer avec ce coup, mais l'a seulement blessé. Et clairement, c'est un gros point pour Ryu d'avoir survécu.
On parle quand même de Sukuna 15 doigts plus la puissance de Megumi là, hein. C'est pas n'importe qui. Puis une annonce de Sukuna qui va désormais prendre son adversaire un tant soit peu au sérieux. Ryu tentant d'utiliser son sort, mais c'est déjà terminé. L'exorciste de rang S est mort avant même de le savoir. Sukuna est fort, trop fort même. Pouvoir tuer un exorciste de rang S représentant le sommet des exorcistes aussi facilement, ça fait froid dans le dos. Et il a l'air chaud pour s'en donner à cœur joie contre les autres, hein, parce que là il y a du stock en exorciste de rang S. En attendant, sa cible principale est là, avec un sarcasme bien placé sur Sukuna ayant changé de corps. Et celui-ci répondant qu'il préfère ce visage. De l'humour de démon, moi je vous le dis. Tsumiki va-t-elle se faire tuer, ou Megumi va-t-il intervenir? Seuls les prochains chapitres nous le diront. En attendant, j'espère que ce chapitre vous aura plu, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.